Enfin de retour en présentiel, le public est du coup a perdu les habitudes, donc un tout petit peu clairsemé aujourd'hui, mais ce sont les meilleurs qui sont là, les plus vaillants. Merci à vous tous, merci Catherine de nous avoir rejoints malgré ces difficultés de grève, mais enfin ça c'est de grève SNCF, ça s'est bien terminé. Et donc merci de nous présenter ici au laboratoire Édouard Chaton, qui a passé de longues années ici. Catherine, quelques mots pour vous la présenter d'abord. Catherine est issue de l'école normale supérieure, a fait une thèse, un doctorat en biologie, et puis elle a continué, je ne sais pas si ça était ta thèse, à travailler sur le contrôle de la division cellulaire en Belgique et aux États-Unis, est-ce bien ça, puis en France. Et je crois que c'est là qu'ont commencé déjà les interactions avec Banyuls, puisque Catherine travaillait sur une thématique qui était chère au laboratoire aussi, et sur laquelle travaillait André Picard dans cet observatoire, qui a partagé non seulement la thématique avec Catherine, mais qui avait aussi une grande amitié, vous aviez aussi, je crois, une grande amitié tous les deux. Voilà, donc Catherine est devenue en 2004 directrice du laboratoire de biologie du développement à l'UPMC, maintenant Sorbonne Université. Puis au début des années 2010, 2012-2014 je crois, elle a coordonné la réorganisation de la biologie au sein de cette université. Puis elle a pris la direction de ce qui est l'Institut national des sciences biologiques, ou l'ensemble des unités de recherche qui s'intéressent à la biologie au CNRS. Elle a gardé pendant de nombreuses années cette fonction, puis elle a quitté il y a maintenant quelques temps, conserve toujours sa direction de l'équipe de biologie du développement et s'intéresse aussi à des scientifiques, des hommes qui ont marqué la science, la biologie en France, et qui sont passés par le laboratoire. Donc Édouard Chaton, dont elle va vous parler, et la Gazutier, dont on a fêté le bicentenaire l'année dernière, et aux travaux desquels aussi Catherine s'intéresse. Alors Catherine a coordonné, ou dirigé l'édition d'un livre qui s'appelle Étonnant vivant, lorsqu'elle était directrice du département, de l'Institut de l'INSB, qui rassemble des travaux faits par les biologistes et qui montre, disons, l'éventail de la biologie du vivant. Et puis ensuite, en s'intéressant à Édouard Chaton et au dessin de cours d'Édouard Chaton, elle a écrit avec Vincent Laudet, ex-directeur du laboratoire, un livre que vous pourrez, comme le précédent, acheter si vous ne l'avez pas déjà, faire dédicacer ici à la fin de la conférence. Merci Catherine d'être parmi nous ce soir. Merci Anne-Marie. Je vais également commencer par des remerciements à Anne-Marie et à l'association des amis du laboratoire Arago pour m'avoir invité ce soir. C'est flatteur, mais je dois dire que c'est aussi un peu impressionnant. Je suis touchée et intimidée puisque cette évocation d'Édouard Chaton, elle va avoir lieu à Banyuls, qui est un lieu qui était particulièrement cher pour plusieurs raisons à Édouard Chaton. Et donc effectivement, comme le disait Anne-Marie, c'est Vincent Laudet qui était en 2018, il était alors directeur du laboratoire Arago avant Yves Desdevises. C'est lui qui m'a montré les dessins que je vais vous faire défiler là en guise d'apéritif. Donc des dessins que vous allez voir défiler et qui sont, comme vous ne le voyez pas, c'est des dessins qui sont sur des très grandes planches de papier cartonné, sur des fonds noirs ou beige, vous voyez qu'ils sont puissamment colorés. Et ils sont dessinés à la craie et ils sont recouverts d'un vernis protecteur et ils ont près d'un siècle. Donc leur auteur est Édouard Chaton, qui était professeur
d'université pendant une très longue partie de sa carrière, qui les a réalisés et en fait qui les utilisait pour faire ses cours en amphithéâtre, ses cours de biologie à ses étudiants. Et vu la taille de ces dessins, c'était très pratique que, bon, c'était avant, voilà, c'était les diaporamas du professeur Chaton, en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'il représente? Il représente pour beaucoup d'entre eux les objets d'étude d'Édouard Chaton, à savoir ce qu'on appelle les protistes, qui sont des êtres vivants microscopiques qui sont formés d'une seule cellule. Donc des tout petits êtres, et en fait qui pullulent littéralement sur notre planète. Ils sont dans toutes les eaux que vous pouvez imaginer, les mers et les océans, où ils forment d'ailleurs la majorité du microplancton, mais aussi les eaux douces comme les lacs, mais aussi les flaques de pluie ou la moindre tache de boue. Vous pouvez trouver des protistes à l'intérieur, et on les trouve aussi à l'intérieur des êtres vivants, où ils vivent, soit en parasite, soit en symbiose, et nous-mêmes, vous tous, ici, vous en hébergez des protistes dans votre microbiote intestinal. Donc ces dessins, ils étaient tellement beaux qu'avec Vincent, on s'est intéressé un peu de plus près à leur auteur, et il ne nous a pas fallu très longtemps pour nous apercevoir que ça avait été un très grand scientifique, et c'est comme ça qu'est venue cette idée à la fois de remettre en lumière l'œuvre scientifique d'Édouard Chaton, mais aussi de faire profiter tout le monde de ces magnifiques dessins. Alors la vie d'Édouard Chaton, je vais vous raconter, elle a été assez mouvementée, d'abord parce que la période de cette vie, ça va de 1883, la date de naissance jusqu'en 1947, vous l'avez compris tout de suite. Déjà d'un point de vue politique, le terrain est occupé par 2 guerres mondiales, et ensuite parce que d'un point de vue de la biologie, Édouard Chaton était donc biologiste, eh bien cette période correspond vraiment à un tournant dans l'histoire de la biologie. Donc ça a été une vie qui a été marquée par ces différents événements. Il est né, comme je viens de le dire, en 1883. Il est né en Suisse, près de Fribourg. Son père était suisse, sa mère était française. Vous voyez sur la photo de famille madame, sa mère et son père, sa grand-mère et son père, et le jeune Édouard ici. Donc il avait une double nationalité, franco-suisse, à sa naissance et pendant sa jeunesse. Et puis très rapidement, la famille a déménagé à Belfort, qui était la ville natale de la mère d'Édouard Chaton, où il a passé son enfance. Et très rapidement, il a été pris par le démon du naturalisme très jeune, en raison probablement sous l'influence, il le dit lui-même, de son grand-père, dont la tête est coupée ici malheureusement, qui était un botaniste amateur, averti. Et vous voyez ici Édouard Chaton avec sa boîte à herboriser. Donc il est né dans une famille bourgeoise, commerçante. En 1901, il obtient son baccalauréat et il décide de faire des études de sciences naturelles à Paris, à l'université de la Sorbonne. Ça n'allait pas forcément de soi à l'époque. Il y avait très peu d'étudiants, les effectifs n'avaient rien à voir avec ceux d'aujourd'hui, et les étudiants étaient triés avant de commencer leur licence. Et donc il entre dans l'université la plus prestigieuse en 1901. Il est très probable que Henri de Lacaze-Buthier, le fondateur de ce laboratoire, qui tenait la chaire de zoologie de la Sorbonne, a sélectionné Édouard Chaton parmi les entrants, et ils ne se sont pas croisés étant donné que Lacaze est mort en juillet 1901 et que Chaton est arrivé en septembre. Mais il y a un petit fil ténu à ce niveau-là. Et donc il gagne Paris pour commencer ses études de sciences naturelles, et à l'époque, déjà, comme vous le savez sûrement avec Marvelous, les stations, les laboratoires maritimes avaient déjà fleuri sur les côtes françaises, en particulier les deux les plus prestigieux et modernes de l'époque avaient été fondés par Lacaze-Buthier,
celui de Roscoff et celui de Banyuls. Et ces laboratoires n'étaient pas des laboratoires pérennes qui fonctionnaient toute l'année, mais ils accueillaient de manière saisonnière les étudiants de toutes les facultés des sciences françaises pour qu'ils soient formés à étudier par eux-mêmes, à observer par eux-mêmes la faune et la flore marine. Et puis ces laboratoires accueillaient aussi des chercheurs, dont les professeurs français, leurs maîtres de conférences, leurs préparateurs, et aussi des scientifiques étrangers. Donc c'était des endroits que la Case du Thiers avait fondés, qui en 1901 étaient très actifs. Et donc bref, Édouard Chaton, en licence, se retrouve pour la première fois en 1902 à Roscoff pour son premier stage d'étudiant et son premier contact avec la faune marine. Et là, il va éprouver un choc. D'ailleurs, il en parle dans ces termes, pratiquement, et qui va déterminer juste toute sa vie. Il découvre avec émerveillement, on peut dire, le foisonnement des petits êtres microbiens qui peuplent la goutte d'eau de mer qu'il a déposée sous son microscope. Ce à quoi il ne s'attendait pas. Et donc il est vraiment émerveillé déjà par la diversité de ces petits animalcules, par leur activité qui est absolument incroyable, hein, ça bouge, ça pullule, et par leur beauté également. Et comme il écrira par la suite, il a la révélation d'un monde nouveau. Et c'est un monde qui est inexploré vraiment à l'époque, parce que jusqu'à présent, par facilité, les naturalistes s'intéressaient plus aux gros animaux, aux plantes, mais avec le développement des microscopes, on commence à s'apercevoir qu'on vit dans un peuple microbien absolument géant et qui, donc, à l'époque, était très peu connu. Et Chaton, tout de suite, s'aperçoit de la diversité de ces êtres qui sont donc formés d'une seule cellule. Nous, on a quelques milliards. Hein. Certains ont des chloroplastes, comme vous voyez, ils sont verts, c'est-à-dire qu'ils font de la photosynthèse. Ils sont capables de fabriquer eux-mêmes, grâce à la lumière, leur matière organique, et ce sont donc ce qu'on appelle des micro-algues, qui sont finalement les ancêtres des plantes, et puis d'autres de ces protistes sont complètement dépourvus de chloroplastes, et donc ressemblent à des petits micro-animaux, puisqu'ils doivent, pour se nourrir, absorber de la matière organique à partir du milieu extérieur. Et Édouard Chaton, il est également fasciné, pas seulement par cette diversité, mais quand on regarde pratiquement à l'intérieur de cette cellule, par la complexité des micro-architectures qu'on trouve à l'intérieur de cette cellule, comme vous voyez ici, tout va être des dessins de Chaton, hein. Et vous voyez par exemple que grâce à ces micro-architectures internes, certains protistes se couvrent de cils, hein, des sortes de poils qui battent, qui leur permettent de bouger, voire de flagelles, c'est-à-dire des cils beaucoup plus longs, en moins grand nombre, et il va étudier leur formation, leur fonction. En outre, non seulement il est fasciné par ces micro-architectures intracellulaires, mais aussi par les changements de forme qu'adoptent les protistes, un protiste donné, au cours de sa vie. En fait, c'est de véritables métamorphoses que subit un protiste qui lui permet, à certaines époques de sa vie, soit d'être mobile grâce à son flagelle, soit de construire un pied qui va l'ancrer et le maintenir fixé. C'est des changements donc de forme qui leur permettent de nourrir, qui leur permettent de changer de milieu externe, de se reproduire. La reproduction chez ces êtres qui sont unicellulaires, elle peut être sexuée, c'est-à-dire quand deux cellules échangent du matériel génétique, ou fusionnent même, ou clonale, simplement en se divisant.
exemple, j'aime bien cet exemple-là de changement de forme spectaculaire, c'est ce cilier-là qui a une petite frange de cils au début de sa vie, là, comme une petite jupette de cils, qui va perdre ses cils et qui va faire pousser deux bras qui vont finalement se rejoindre pour finalement aller encercler les branchies d'un coquillage qui parasite. Donc c'est assez spectaculaire, un peu comme une boucle d'oreille. Voilà. Donc bon, voilà. Chaton, il est juste émerveillé par tout ça. Il fait sa licence, il est licencié en 1904, hein, c'est le très bon élève, et il se lance dans un doctorat. Et son doctorat, eh bien, il commence ses travaux ici, au laboratoire Arago, à Banyuls, qui était alors dirigé par le successeur de Lacaze-Duthiers, son élève, l'un de ses élèves, Georges Pruvot. Et donc Georges Pruvot va être théoriquement le directeur de thèse de Chaton. En fait, Georges Pruvot, il était zoologiste, mais il fait un tournant dans sa carrière et il se lance dans l'océanologie côtière, qui est en pleine émergence, et dont il est d'ailleurs l'un des fondateurs. Donc autant vous dire qu'il ne s'occupe pas vraiment de Chaton, qui est laissé, alors qu'il est très jeune, libre de trouver son sujet de thèse et qui va mener ses travaux en toute autonomie. Et bien sûr, comme vous avez compris, il choisit d'étudier des protistes et d'emblée, ses premières découvertes vont être assez fracassantes. Alors, il se penche sur ce qu'on appelle les dinoflagellés, qui sont donc des protistes, qui sont pourvus d'un flagelle, comme leur nom l'indique. Et je pense que s'il y a parmi vous des amateurs du livre, vous connaissez probablement les dinoflagellés qui sont, hélas, responsables de certaines intoxications alimentaires, mais chose plus glorieuse pour eux, il faut savoir aussi qu'ils vivent en symbiose avec les coraux et qui fournissent ces petits êtres-là 80% de l'énergie, de la source d'énergie aux coraux. Et donc, Édouard Chaton va étudier ces dinoflagellés et très vite, il va renverser plusieurs dogmes. Et le premier, c'est qu'on croyait que tous les dinoflagellés étaient des êtres libres, et Édouard Chaton découvre qu'il n'en est rien et qu'il y a nombre de dinoflagellés qui sont en fait parasites, qui vivent en parasites, ce qui à l'époque n'était pas du tout connu. Il y a des formes même assez géantes, vous voyez un ici qui est attaché sur l'animal qu'il parasite. Il s'aperçoit aussi que certains dinoflagellés, après leur première division, les cellules, quand la cellule se divise, ça donne deux cellules, et au lieu de se détacher l'une l'autre et de devenir un nouveau protiste, certaines restent agrégées et forment des très longs cordons qui avaient été pris à l'époque pour, et même classés, catalogués comme une sorte de ver multicellulaire. Et donc le jeune Édouard Chaton montre que non, c'est pas du tout un ver, c'est pas un être multicellulaire, c'est un protiste simplement. Ils sont restés agrégés, un protiste parasite d'ailleurs, ils sont restés agrégés. Ici aussi, vous voyez un petit crustacé où, toujours pareil, c'était l'école allemande donc, qui avait détecté des structures striées très bizarres chez ce copépode qui avait été interprété comme un muscle, comme une forme musculaire tout à fait atypique. Eh bien, ça n'est pas un muscle du copépode qui est un peu bizarre. Édouard Chaton montre qu'en fait, ces stries, ce sont des chromosomes géants qui appartiennent aux protistes qui parasitent ce crustacé. Vous voyez ici les fibres musculaires du crustacé et ce qui avait été pris pour d'autres fibres musculaires atypiques et qui sont en fait les chromosomes d'un protiste en pleine explosion de division. Il se divise tellement vite qu'il n'a même pas le temps de refaire sa membrane
autour de lui. Donc finalement, en 1906, il a 23 ans. Et il a publié déjà 4 articles, seul auteur, qui le consacrent déjà comme un espoir de la protistologie, une étoile montante en tout cas. Je crois que je vais arrêter avec ces papiers parce que finalement je ne les lis pas, je les tourne. Donc l'année d'après, 1906, c'est-à-dire 1907, il fait un choix qui peut paraître a priori surprenant, mais qui en fait, comme tout ce qu'a fait Édouard Chaton dans sa vie, est logiquement réfléchi et mûri. Il est recruté par l'Institut Pasteur. Donc l'Institut Pasteur, c'est loin a priori de la mer, enfin a priori c'est loin de la mer d'ailleurs, et c'est assez loin des protistes également. Mais pas tant que ça, parce qu'en 1907, un pastorien, Alphonse Lavéran, vient d'obtenir le prix Nobel. Et pourquoi a-t-il obtenu le prix Nobel de médecine et physiologie? Pour sa découverte de l'agent du paludisme. Et cet agent du paludisme, le plasmodium, est un protiste. Et là, c'est une espèce de révolution scientifique parce qu'on considérait que tous les petits agents microbiens pathogènes de l'homme étaient soit des virus, soit des bactéries, mais pas des protistes, c'est-à-dire ces êtres unicellulaires avec un noyau, etc. Or, on s'aperçoit tout d'un coup que des protistes peuvent être des pathogènes de l'homme, et même de sérieux pathogènes de l'homme quand on voit les ravages que fait le paludisme encore actuellement d'ailleurs sur la Terre. Et du coup, l'Institut Pasteur, vous voyez ici le plasmodium dessiné par Édouard Chaton, du coup l'Institut Pasteur décide d'embaucher des jeunes chercheurs spécialistes en protistologie, et évidemment, Édouard Chaton s'est fait remarquer, et voilà. D'ailleurs, il faut reconnaître que l'Institut Pasteur a eu vis-à-vis d'Édouard Chaton une très grande ouverture d'esprit parce qu'ils l'ont autorisé à continuer sa thèse et à travailler sur des protistes marins, c'est-à-dire pas du tout pathogènes pour l'homme, en parallèle de ses recherches sur les pathogènes d'intérêt de l'Institut Pasteur. Et du coup, Édouard Chaton peut poursuivre ses travaux et ses séjours, notamment à Roscoff et surtout à Banyuls, puisque c'est là vraiment qu'il a commencé sa thèse. Alors je dois dire que l'attrait pour Banyuls du côté de l'année 1908 n'est peut-être pas uniquement dû aux protistes, parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune Banu-Blanc, Marie R, qu'il épouse à Banyuls en 1908. Vous voyez la photo de mariage devant la porte du laboratoire. Alors pourquoi a-t-il choisi l'Institut Pasteur? Lui, on comprend que l'Institut Pasteur a choisi Chaton, mais pour Chaton y est allé. La première raison, c'est que l'Institut Pasteur est riche et qu'il y a de l'argent dans les laboratoires et qu'il va pouvoir faire de la recherche sans contrainte financière, contrairement à ce qui se passe dans les universités. C'est toujours pareil d'ailleurs, ça n'a pas trop changé. Bref, également, il est attiré par l'Institut Pasteur parce qu'à l'Institut Pasteur a développé une méthode expérimentale très moderne à l'époque, qui est la culture cellulaire. C'est-à-dire qu'en laboratoire, on peut mettre en culture, c'est-à-dire faire se reproduire, le protiste qu'on veut étudier, en l'absence de tout autre contaminant vivant, que ce soit bactéries, autres protistes, etc. Donc on peut étudier en laboratoire le protiste seul, isolé, et donc on peut faire des expériences, par exemple modifier le milieu de vie externe, modifier son acidité, sa température, et regarder les conséquences que ça a sur les cycles de vie des protistes, sans avoir la crainte que ce qu'on observe est dû à un contaminant, à un autre être vivant qui serait là. Et donc, cette formation pasteurienne de la culture cellulaire va vraiment marquer Édouard Chaton toute sa vie. Il va d'ailleurs devenir lui-même un expert reconnu de ces cultures.
Et ça va vraiment être déterminant pour la suite de sa carrière. Et d'ailleurs, rien que de faire des expériences, ce que permettait l'Institut Pasteur, était presque déjà bien, tant l'université était assez confite dans le conservatisme et dans toujours un certain naturalisme, malgré la Cazetier qui avait promu vraiment la zoologie expérimentale. Bref, pour autant, la période n'est pas super calme. En 1913 déjà, l'Institut Pasteur de Paris envoie Édouard Chaton à Tunis. L'Institut Pasteur, comme toujours actuellement, a plusieurs instituts dans différents pays du monde. Et donc, il l'envoie à Tunis pour seconder à l'Institut Pasteur de Tunis son directeur, qui est Charles Nicolle, qui obtiendra le prix Nobel en 1928 pour sa découverte du vecteur du typhus, le pouls. Donc voilà Chaton à Tunis. Et puis en 1914, c'est la guerre. Et là, c'est particulier pour Chaton, puisqu'il doit choisir sa nationalité, soit français, soit suisse. Suisse, ça serait cool, il échapperait à la guerre, et donc il choisit la nationalité française parce qu'il veut servir son pays, le pays où il a reçu son éducation et pour lequel il travaille, et donc le voilà immédiatement mobilisé dans les tranchées de l'enfer du nord de la France. En 1915, il en sort assez grièvement blessé, il passe à Paris quelques mois de convalescence, et puis il est réexpédié dans son dépôt, c'est-à-dire à Tunis, où, au lieu de retrouver Charles Nicolle, il est expédié dans une nouvelle zone de combat qui se situe dans le sud tunisien, à la frontière avec la Libye, qui devait être plus ou moins italienne à l'époque. Et bref, Charles Nicolle commence à un peu s'impatienter. Donc là, il est revenu en 1915 avec son épouse et leur fils Pierre, qui était né à Paris en 1910. Et donc, Charles Nicolle s'impatiente parce qu'il n'a plus d'adjoint depuis un certain temps maintenant, et il convainc l'état-major des armées que Chaton sera plus utile pour servir l'effort de guerre à travailler sur les agents de la dysenterie qui dévastent les troupes françaises plutôt qu'en faisant un coup de feu dans le sud tunisien. Et donc, voilà Édouard Chaton chargé de monter dans le sud-est tunisien un laboratoire de bactériologie à Gabès à partir de rien, ce dont il s'acquitte d'ailleurs fort bien. Vous voyez ici devant ce nouveau laboratoire, et il est là. Et donc pendant toute sa période tunisienne, ce que je dois dire avant, c'est que là vous voyez la fameuse amibe dysentérique qu'il a donc étudiée et que revoilà avec d'autres couleurs. Et puis finalement, en 1918, c'est la fin de la guerre, donc il quitte Gabès, il rejoint Tunis, et là il devient le directeur adjoint de l'Institut Pasteur de Tunis auprès de Charles Nicolle. Et donc pendant toute cette période tunisienne, Édouard Chaton a exploré et il a décrit les cycles de vie d'un nombre énorme de pathogènes humains qu'il extrayait majoritairement d'à peu près toutes les parties du corps des troupes qui étaient là, intestin, sang, liquide céphalo-rachidien, conjonctif, tégument, etc. Et qu'il étudiait avec toute la rigueur des cultures pasteuriennes, tout ça en Tunisie. Néanmoins, les conditions de travail à Tunis, dans l'Institut Pasteur de Charles Nicolle, avec qui il restera ami jusqu'à la disparition de Charles Nicolle, sont quand même pas aussi optimales que celles de Paris. Et donc il obtient
de se faire rapatrier, voilà des exemples de ce qu'il a étudié en Tunisie, des familles de trypanosomes en particulier. Et donc il obtient de se faire réaffecter à Paris, à l'Institut Pasteur, qu'il rejoint en 1919. Et ça n'est pas pour longtemps, parce que là, à nouveau, il fait un tournant dans sa carrière avec un choix à nouveau qui peut paraître surprenant, mais vous allez comprendre qu'à nouveau, il avait beaucoup réfléchi aux choses. En fait, en 1919, il devient maître, il quitte l'Institut Pasteur et il devient maître de conférence à l'université de Strasbourg. Alors pourquoi Strasbourg? Parce que là on s'éloigne encore de la mer et lui, ses protistes, ils sont principalement dans la mer. Alors pourquoi l'université de Strasbourg? L'université de Strasbourg a été allemande pendant près de 50 ans, 1870 à 1918. Et pendant cette période allemande, les Allemands, l'Empire russe a énormément investi. Donc c'est une université très moderne que la France reçoit. Et la France veut continuer à investir à Strasbourg pour que l'université ne se sente pas le regret de sa période allemande. Donc c'est une université qui est non seulement très moderne, mais où il y a énormément d'investissements qui est mis, et donc des conditions de travail qui sont extrêmement intéressantes. Et l'investissement, c'est pas seulement dans le laboratoire qu'il est mis, c'est également dans les salaires. Parce que à l'Institut Pasteur, il y a beaucoup d'argent pour travailler. Mais par contre, les salaires des pasteuriens sont indignes. Mais vraiment indignes. Alors ça a changé, je vous dis tout de suite, plus du tout indigne par rapport à ce que. Mais à l'époque, c'était ça. Et en fait, ça relevait des principes du directeur de l'Institut Pasteur, qui avait succédé à Louis Pasteur, Émile Roux, quelqu'un de très austère, auquel on prête l'adage « L'homme est ainsi fait qu'il ne travaille bien que dans le besoin ». Donc ça se discute, c'est un sujet de débat. Et pour Chaton, marié, 2 enfants, sa fille Jeanne est née à Tunis d'ailleurs en 1918, eh bien, avoir un salaire un peu mieux, ça va quand même aider la famille par rapport à Pasteur. Ensuite, l'Alsace est en pleine reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, et les ascendances en fait de Chaton le poussent à participer à cette reconstruction, comme il l'a écrit, pour un homme élevé à la frontière de l'Est et d'ascendance partiellement alsacienne. C'était là une mission de choix. Et puis, il y a une autre raison importante qui pousse Chaton à regagner l'université moderne et bien équipée. C'est la liberté intellectuelle et le choix de ses objets d'étude. Parce que même si l'Institut Pasteur a été très large d'esprit, néanmoins, les centres d'intérêt de l'Institut Pasteur, c'est les pathogènes de l'homme. Or, Chaton est curieux, il a devant lui un monde énorme à explorer, celui des protistes, dont la majorité ne sont pas du tout des pathogènes pour l'homme. Il ne veut pas se voir contraint à étudier des cellules qui ne présentent pas forcément un intérêt biologique, donc il ne veut pas faire de recherche appliquée, en quelque sorte, mu qu'il est par sa curiosité. Et enfin, il est très sincèrement motivé par quelque chose qu'il n'a jamais pratiqué, et qui est l'enseignement. Alors, la réalisation des fameuses planches murales, elle a démarré à Strasbourg, et vous voyez ici une photo d'amphithéâtre, où le professeur professait ici, avec ici, on le voit, les planches de Chaton qui étaient accrochées. Donc on voit comment ils s'en servaient ici. Les étudiants étaient assis ici, ce qui ne l'empêchait pas de dessiner également sur son tableau noir. Et à propos d'enseignant, il a été quelqu'un d'extrêmement novateur, et on s'en aperçoit quand on regarde les archives, parce qu'en 1927,
Il a écrit 2 rapports sur l'enseignement à la demande du ministre de l'Instruction publique, où ce qu'il propose est incroyablement visionnaire et incroyablement moderne. Il propose d'impliquer les étudiants beaucoup plus dans les cours, de les faire venir dans les laboratoires dès la première année de licence. Il propose de décloisonner les disciplines, c'est la zoologie qui ne parlait pas à la botanique, qui ne parlait pas à la géologie. Il propose également de diversifier ces disciplines parce qu'on a l'émergence de la génétique, de la biochimie qui ne sont pas prises en compte dans les enseignements. Et il va même jusqu'à manipuler un concept qui est tellement actuel, qui est l'interdisciplinarité, où il dit il n'est pas de question où le biologisme se heurte aujourd'hui à un problème physico-chimique et souvent mathématique. Il n'y aura plus dans l'avenir de biologistes qui puissent se dispenser d'une initiation physico-chimique et partant mathématique. Alors malheureusement, plus de 100 ans après, on entend ça aujourd'hui, toujours exactement formulé comme ça, ce qui prouve qu'on n'y est pas arrivé, malgré des esprits visionnaires, comme a pu l'être par exemple Chaton en écrivant ces 2 rapports. Alors le voici donc à Strasbourg, il est d'abord maître de conférence, puis devient professeur. Il prend la direction de l'Institut de zoologie et biologie générale de l'Université de Strasbourg, c'est-à-dire tous les laboratoires qui regroupent de la biologie, donc pas seulement son équipe de protistes. Et puis il prend aussi la direction, parce que c'était lié contractuellement, du musée zoologique de l'Université de Strasbourg et de la ville de Strasbourg, qui était le plus important de France à cette époque-là, et il s'investit énormément dans cette direction. Il change leur statut de manière à ce qu'elles aient plus d'autonomie et plus de ressources. Et bien sûr, ses activités scientifiques personnelles, elles sont toujours orientées sur les protistes. Donc, dès qu'il a un moment de libre, toutes ses vacances, en particulier, sont passées à Roscoff, voire Balius, à étudier les protistes qu'il collecte dans ses laboratoires maritimes et qu'il ramène à Strasbourg pour les étudier pendant l'année dans son laboratoire. Alors ceci dit, on a vraiment l'impression quand on le lit que c'était l'homme qui partait toujours, mais même s'il allait faire une petite course avec des piluliers dans ses poches, au cas là où il rencontrerait une flaque qui pourrait abriter des protistes encore inconnus. Et ces protistes, il ne les recueille pas qu'à la mer, à Roscoff ou à Balius. J'ai listé d'où ça vient dans ces publications: lac Vosgien, tourbière rhénane, plage du Massachusetts, c'était passé une demi-année près de Boston, étang d'eau saumâtre, marais salant, le bassin des crocodiles du muséum a l'air d'être un bon spot, lagune bordelaise, abattoir parisien, égouts partout, Sahara, cathédrale de Strasbourg, comme vous allez voir. Et il extrait aussi ces protistes de toutes sortes d'animaux, mais alors là, toutes sortes d'animaux, littéralement. J'ai encore, où ils vivent soit en symbionte, soit en parasite. J'ai listé vers, mollusques, crustacés, mouches, dont d'ailleurs la célèbre mouche tsetse, moustiques, hannetons, tiques, puces, punaises, poux, poissons, geckos, vipères, lézards, chauves-souris, chiens, chats, souris, moutons, etc. Voilà. D'ailleurs, c'est dans l'intestin des chauves-souris qui peuplent les tours de la cathédrale de Strasbourg qu'il a découvert un nouveau parasite du genre Trypanosome. Il a écrit là-dessus. Alors rassurez-vous, si vous fréquentez la cathédrale de Strasbourg, il n'y a pas de risque, je pense, d'attraper la maladie du sommeil, sauf si le cerveau peut-être. Alors, un autre exemple. Un jour, il randonne auprès du lac de, je ne sais pas très bien, c'est ça, Chispotride, dans les Vosges, voilà, à 1000 mètres d'altitude, avec ses piluliers, il récupère de l'eau, et il découvre un protiste absolument très fascinant, qu'il n'a jamais vu, qui est vraiment très à part, qu'il baptise Teutrophris trisulca, parce que ce protiste a
trois petites ailettes, il l'étudie de fond en comble, il publie un article, et là, après la publication de l'article, le British Museum le contacte, lui écrit, en disant « Ah bah dites donc, en fait, vous n'êtes pas le premier à décrire Toto Fritz Trisuka. En fait, nous, on l'a trouvé. On l'a trouvé dans du sable qui était dans nos cristallisoires à Londres, du sable qui vient d'Australie. Et en plus, en Australie, il y a eu un article aussi. On a trouvé Toto Fritz dans le centre de l'Australie. Et donc, Édouard Chaton commence à se demander comment Toto Fritz, qui a l'air d'être australien, a pu atterrir dans le lac Vosgien. Et donc, il mène son enquête et il découvre qu'en fait, pendant la Première Guerre mondiale, du matériel australien a été stocké près de ce lac, dont de la viande congelée, qui devait contenir des kystes de Toto Fritz qui se sont empressés de pulluler dans le lac Vosgien. Et donc là, c'est vraiment un exemple annonciateur de la propagation des agents invasifs à cause de la mondialisation des transports. Et là, ça dit quelque chose à tout le monde au XXe siècle. À l'époque, pas vraiment. Et c'est également pour Édouard Chaton, cette époque strasbourgeoise, le moment où voilà, il est un professeur, etc., il forme des élèves, et dont certains auront des carrières prestigieuses. En 1921, à Roscoff, il encadre le stage d'un jeune étudiant en médecine qui s'appelle André Wolf, que vous voyez ici, et qui aura le prix Nobel en 1965 avec Jacob et Monod. D'ailleurs, Monod, que Chaton a également formé, parce que Monod a été l'assistant de Chaton aussi à l'université de Strasbourg. Il a eu 2 prix Nobel comme élève, après avoir eu 2 prix Nobel comme maître. Trop dommage pour lui de ne pas l'avoir eu lui-même. Et donc, en fait, les liens entre Wolf et Chaton vont être très très forts. Il enseigne à Wolf la protistologie, hein, donc vraiment Wolf se forme avec Édouard Chaton. Il va vouer à son maître une admiration éperdue, et puis ensuite d'élève, il va devenir collaborateur, il signe pratiquement une trentaine plus d'articles ensemble, et il se transforme aussi en ami très proche. Vous voyez ici un dessin un dessin de Chaton représentant le jeune André Wolf regardant au microscope, et en fait ce qu'il observe, c'est la sexualité des protistes, c'est-à-dire une fusion entre 2 noyaux, et le commentaire de Chaton, c'est Dédé pour André, observant l'échange des produits, des noyaux, avec concupiscence. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et cette amitié, elle perdurera jusqu'au décès d'Édouard Chaton, et Wolf sera ensuite très attentif à la famille Chaton, et aidera sa fille Jeanne quand elle revient veuve, très jeune veuve, avec 4 enfants en France, dont un des enfants d'ailleurs est ici présent. Voilà. Et donc, malgré tout, malgré ces 13 années à Strasbourg, qui se passent très bien, il est trop loin de la mer. Il est trop loin de la mer, et son rêve, c'est une station marine où il sera les pieds dans l'eau, et vraiment à la source de ses protistes. Et c'est pour ça qu'il postule avec succès à un poste de professeur à l'université de Montpellier. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est dotée de ce dont rêve absolument Chaton, une station de biologie marine qui est située à Sète, et il accepte le poste de professeur parce qu'il devient le directeur de cette station que vous voyez ici dessinée par lui-même, par Édouard Chaton, et vous voyez ici avec son équipe. Il la trouve d'ailleurs dans un état très délabré. Comme d'habitude, il utilise toute son énergie pour la remettre en état, pour la moderniser, pour l'internationaliser. Vous voyez ici avec son équipe, vous voyez d'ailleurs André Wolf ici et son épouse Marguerite. Et ici au centre, vous voyez
une personne qui s'appelle Berthe Bichler, qui avait été son étudiante à Strasbourg, et qui l'a suivie à Montpellier, qui sera maître de conférence, et qui aura un destin tout à fait tragique parce qu'elle meurt 3 ans après cette photo. Mais son frère, qu'elle a présenté à Édouard Chaton, va épouser la fille dont je parlais à l'instant d'Édouard Chaton. Et puis, en 1937, il va réaliser vraiment son rêve. Effectivement, devenu professeur à l'université de la Sorbonne, il prend la direction de la station marine du laboratoire Arago de Banyuls entre 1937 et 1938. Donc c'est son rêve, parce que c'est là qu'il a fait ses premières découvertes, c'est là qu'il a fait ses premiers pas de chercheur, c'est là qu'il a rencontré son épouse, c'est là qu'il est revenu pratiquement chaque année pendant toute sa carrière. Et puis c'est un laboratoire absolument moderne qui accueille des chercheurs de tous les pays et les étudiants les mieux formés de la Sorbonne. Donc c'est vraiment ce dont il rêvait. Et donc, outre ses travaux personnels qui peuvent se développer dans le meilleur endroit qu'il a jamais eu depuis sa carrière, il remplit toutes les fonctions du directeur de la station, notamment des fonctions d'enseignement, en étudiant des étudiants qui viennent régulièrement et qui participent à des excursions, et pas seulement des excursions sur l'eau, comme vous voyez. Il ménage des moments de convivialité. Alors si quelqu'un peut m'éclairer, paraît-il que là où il est en face d'André Voff, c'est un essai d'une certaine danse catalane, mais j'en sais pas plus. Il y a pas mal de photos avec cette posture moyennement élégante. Et puis vous voyez ici Édouard Chaton en espadrille en train de lire son journal. Donc, voilà, c'est d'ailleurs le moment de signaler un talent extra-scientifique qu'il avait, et que j'imagine que vous avez compris. Outre ses talents de dessinateur, il peignait en amateur avec un talent tout à fait certain. Oui. Vous voyez ici son épouse, et ici 2 vues de Banyuls, dont une derrière la fenêtre de son laboratoire. Hélas, après une petite année d'installation, c'est la guerre. Et du coup, pendant ces années de guerre, Édouard Chaton va passer tout son temps, toute son énergie à essayer de maintenir le laboratoire en activité, malgré les contraintes évidemment énormes du régime de Vichy, malgré la désorganisation totale de l'université de la Sorbonne, qui est dans zone occupée, malgré les réquisitions forcées de matériel. Il est en même temps directeur d'une autre station à Villefranche-sur-Mer, donc il gère les deux. Et puis finalement, le village de Banyuls est entièrement évacué, tous les habitants, tout le monde. Et donc, avec véritablement l'énergie du désespoir, Chaton déménage tout le laboratoire, tout l'équipement, tout le matériel, toutes les collections, toute la bibliothèque dans 2 maisons de Banyuls qu'il a louées spécialement à cet effet. Et lui aussi, il est évacué à Prades, où il se désespère. On le voit dans sa correspondance à l'idée des dégradations et des prédations qui peuvent se produire au laboratoire, qui est maintenant seul. Vide, sauf l'armée allemande. Effectivement, ces dégradations sont assez conséquentes. Quand il revient, il y a énormément de dégâts. Et donc, pendant tout 1945, il passe tout son temps à réinstaller le laboratoire, à aller à Paris, à recueillir des fonds, enfin, à faire un directeur de laboratoire qui retrouve son laboratoire en ruine, ou presque. Et puis, donc il s'épuise, je pense, et en 1946, il est victime d'un accident vasculaire.
et il s'éteint en 1947 à 63 ans, sans avoir finalement pu profiter de la station dont il avait rêvé. Alors je voudrais terminer, s'il me reste encore 5 minutes, sur un petit peu de science, c'est-à-dire quelles sont les grandes découvertes, les concepts que Édouard Chaton nous a légués. Alors il est d'abord le pionnier, comme je vous l'ai dit, d'un monde géant, de ce monde microscopique qui était très très peu connu à l'époque et qu'il fallait défricher. Et en fait, il le fait d'une manière moderne, c'est-à-dire qu'il ne le fait pas à la manière d'un naturaliste qui va faire un catalogue exhaustif de tout ce qu'il trouve avec toutes les descriptions précises. En fait, comme je vous l'avais dit, la période est charnière en France et notamment au début de sa carrière, il est beaucoup question de débat sur l'évolution. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, cette question de l'évolution des êtres vivants a démarré en France, effectivement, on peut dire, avec un très grand biologiste qui s'appelle Lamarck, au début du 19e siècle, et qui a vraiment été le premier à poser le concept que finalement il y a une filiation et qu'il y a une continuité dans le vivant et que tous les êtres vivants actuels vivants dérivent d'ancêtres jusqu'à ce qu'on remonte à le premier qui a peuplé la planète le premier. Donc vraiment l'évolution, une espèce d'arbre généalogique, et Lamarck s'est planté pas mal en proposant que le moteur de cette évolution, c'était le transformisme, et que c'était le milieu extérieur qui permettait la création d'êtres nouveaux, de transformer des êtres en êtres nouveaux. Et puis Darwin est arrivé là-dessus en 1859, et lui, bien sûr, concept de l'évolution, mais avec un autre moteur qui est la sélection naturelle, en disant non, c'est pas le milieu qui dicte la transformation, c'est simplement le milieu contraint, et ceux qui ne sont pas adaptés, ils meurent, et puis les autres, ils restent, ils accumulent aléatoirement des changements. Et donc, comme on est en France, avec l'université dont j'ai déjà dit, donc je ne sais plus le redire, donc elle était quand même très conservatrice, eh bien les gens, Darwin a eu du mal à pénétrer la France. Vraiment du mal. C'était super long parce qu'on était lamarckistes. Et même au début du XXe siècle, l'époque Chaton, on était ce qu'on appelait néo-lamarckistes. Et donc, en tout cas, Chaton, quand il étudie les protistes, il les étudie pas comme un catalogue, mais en cherchant les filiations, en construisant un arbre généalogique et en regardant lesquels dérivent desquels, qui a pu être l'ancêtre, encore vivant, peut-être disparu. Voilà. Donc il est vraiment pas du tout naturaliste, mais très dans une dynamique de l'évolution. Et il a eu une faculté rare et remarquable et attendue des chercheurs, mais difficile, c'est cette capacité à faire vraiment jaillir de petites observations très méticuleuses une vision globale du monde vivant, c'est-à-dire à synthétiser, à conceptualiser. Et bien en 1925, il récupère une amibe dans le bassin des crocodiles du jardin des plantes et il se demande comment positionner cette amibe dans l'arbre généalogique des protistes. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'elle ressemble un peu à cela, mais un peu à cette famille qui n'a d'ailleurs rien à voir. C'est tellement dur qu'il l'appelle Pinsporella perplexa. Et à force de travailler et à regarder les filiations, il en arrive à construire un arbre géant de tous les êtres vivants. Voilà, il sera publié en 1925. Et dans cet arbre, à partir de cet arbre-là, voilà les ancêtres, et puis voilà les branches, juste là, tout en haut. Et là, il propose de partager le monde vivant en deux catégories.
ceux qui sont formés de cellules qui n'ont pas d'architecture interne, pas de noyau. Et il dit ceux-là, je les appellerai prokaryotes, je propose de les appeler prokaryotes. Et puis ceux qui sont formés, comme nous d'ailleurs, de cellules qui ont une architecture à l'intérieur de la cellule, dont un noyau, qu'il propose d'appeler eucaryotes. Et il continue. Il propose que les prokaryotes, du coup, c'est toutes les cellules, il se trouve que ce sont que des unicellulaires, qui n'ont pas de noyau, c'est-à-dire toutes les bactéries, et les eucaryotes, qui c'est un monde énorme, les bactéries, et les eucaryotes, c'est le reste, c'est-à-dire ceux qui ont tous des cellules avec noyau, qu'ils soient des protistes, c'est-à-dire des êtres formés d'une seule cellule, ou qu'ils soient des êtres formés multicellulaires, comme nous, ou comme les éponges, etc. Ce sont aussi, pour chaton, des eucaryotes, parce que leurs cellules sont des cellules avec cette architecture. Et ça, c'est incroyable, parce que c'est un concept qui sert de cadre à toute la biologie actuellement, qui est enseignée maintenant dès le collège, prokaryotes, eucaryotes. Voilà, on a enrichi d'ailleurs les prokaryotes en trouvant un autre règne, les archées, peu importe. Et donc c'est une proposition hyper importante parce qu'elle sert maintenant de référence au monde entier. Et beaucoup de gens ont oublié qui avait la paternité de cette idée, qui est une idée géniale, parce que quand ça dure pendant plus d'un siècle et c'est pas prêt de s'effondrer, parce que c'est vraiment ça, on a maintenant toute la génomique et les gènes derrière, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Voilà. Eucaryote, vous voyez, un noyau, c'est des seins de chaton, là, ce sont des bactéries qu'il a très peu dessinées d'ailleurs. C'est également l'un des pionniers de la biologie cellulaire, parce qu'en fait, il a compris qu'un protiste, un être unicellulaire, avec un noyau, ça récapitule en une seule cellule toutes les fonctions que remplit un organisme multicellulaire. C'est-à-dire que nous, pour respirer, on a les cellules dans le poumon. Pour nourrir, on a les cellules du tractus digestif. Pour l'excrétion, on a un rein. On a les cellules qui forment le rein. Un protiste, il respire, il se nourrit, il excrète, il bouge, etc. avec une seule cellule. Donc c'est vraiment le couteau suisse. Tout. C'est un peu ça. Et donc il avait compris qu'en étudiant les protistes, on va vraiment pouvoir comprendre la mise en place des grandes fonctions qui sont remplies par des cellules très différenciées chez nous, mais que cette unique cellule arrive à déployer grâce à des architectures intracellulaires extrêmement performantes. Alors il y a 3 domaines où il a été très important. Le premier, c'est la division des cellules. Vous savez que les cellules, voilà, ça se divise à partir d'une cellule, on en fait 2, et ça se multiplie. Normalement, c'est très contrôlé. Quand ça échappe à certains contrôles, ça peut donner du cancer. Donc voilà, c'est ça la division cellulaire. Et Chaton a vraiment été incroyablement pionnier dans l'observation à l'intérieur des cellules, des petites architectures là, qui permettent de séparer les chromosomes dans chacune des 2 cellules filles issues de la division. Sans microscope électronique, il faut un talent d'observateur absolument dément, et de dessinateur après par ailleurs. Et donc il a décrit tous les types de divisions qu'on retrouve chez les protistes et qui donnent la division des cellules qui forment notre corps, que ce soit les divisions clonales qui permettent juste à une cellule de se diviser en 2, ou les divisions qui donnent des gamètes pour la reproduction sexuelle. Il s'est aussi beaucoup intéressé à une structure dont j'ai parlé au tout début, et donc je termine pratiquement par là, qui sont les cils et les flagelles des protistes,
qui leur servent, qui ont de multiples fonctions, mais il faut savoir que nous aussi, nous avons de multiples cellules ciliées, certaines cellules flagellées, en particulier les mâles, les hommes, c'est l'espèce humaine, comme le spermatozoïde, c'est un flagelle qui est construit tout à fait sur le même type que celui d'un trypanosome. Et donc il a beaucoup étudié ces cils et ces flagelles chez les protistes, qui sert de modèle, et d'ailleurs il y a un certain nombre de maladies très handicapantes chez l'homme qui reposent sur des anomalies des cils, et c'est grâce aux protistes, vraiment en particulier, qu'on a pu comprendre le fonctionnement de base des cils et des flagelles et comment ils s'édifient. Alors, ils servent aux protistes à bouger, évidemment, mais ils leur servent aussi, dans certains cas, à se nourrir parce qu'ils s'organisent autour d'une espèce de petit entonnoir qui sert à absorber la nourriture. Et puis, ils servent aussi, ces cils et ces flagelles peuvent se transformer en une espèce de micro-harpon que le protiste utilise, soit pour se défendre, soit pour agresser, soit pour éventuellement chasser une proie. Et dans Édouard Chaton a retrouvé les analogues chez les méduses et les polypes des cnidés. Et il a percé également le mystère de l'origine de ces cils et de ces flagelles, parce comment ils se fabriquent. Parce que ce qui est super intéressant, c'est qu'il s'était aperçu que certains protistes, là, toutes ces épines que vous voyez, ce n'est pas des cils et des flagelles, c'est des espèces de pseudopodes. Eh bien, certains protistes, à un moment de leur vie, perdent tous leurs cils et tous leurs flagelles. Ils n'en ont plus, comme celui-là. Il n'en a plus. Et pourtant, vous voyez qu'il va se mettre à émettre un bourgeon qui grandit ici, qui grandit encore, qui se détache. Et ce bourgeon régénère une ciliature, c'est les petites choses oranges, une ciliature extrêmement sophistiquée et stéréotypée qui est exactement celle de cette espèce de protiste. Donc, d'où vient la capacité de ce bourgeon à former des cils alors qu'il n'a pas de modèle chez sa cellule parentale? C'était une grande question. Et à l'époque, le dogme voulait que les cils soient issus d'une auto-organisation répondant à des règles strictement physico-chimiques. Eh bien non, ça n'est pas vrai. Édouard Chaton montre qu'en fait, c'est très difficile à voir, mais cette cellule-là, mère, qui n'a pas de cils, confère à son bourgeon des petits granules, qu'on connaît bien maintenant, qui s'appellent les centrosomes, et qui vont être à l'origine des cils du bourgeon. Donc en fait, il y a bien une continuité entre la cellule mère et la cellule fille. Ça n'est pas de l'auto-organisation, il y a bien un leg qui permet cette réorganisation. Et puis, il y a un autre sujet qu'il défriche, c'est la sexualité chez les protistes. Alors attention, sexualité pour un biologiste, ça veut dire simplement arriver à faire un être nouveau dont le patrimoine génétique n'est pas identique à celui de ses parents. C'est-à-dire que la sexualité, c'est tout ce qui fait qu'une cellule ou deux cellules vont remanier leurs gènes, faire des échanges, fusionner, etc. Il y a plein de modalités, et donner finalement une nouvelle cellule qui n'a pas le même patrimoine génétique que la cellule parentale. Alors généralement, ça se fait avec des fusions, comme ici. Là, vous voyez qu'il y a une fusion, mais il y a une petite cellule, une grosse cellule, donc il y a une espèce de différenciation. Et puis, il peut ne pas y avoir de fusion. Vous pouvez avoir deux cellules qui se collent et qui échangent. Alors, c'est des processus hyper compliqués, qui échangent des bouts de chromosomes, des bouts de noyaux, etc., et puis qui se reséparent. Mais à force de tous ces échanges, les cellules qui se séparent à la fin n'ont plus le même patrimoine génétique que les cellules de démarrage. Vous avez chez les protistes des choses qui ressemblent furieusement à une fécondation. Vous voyez le protiste, certaines cellules protistes qui ressemblent à un ovocyte, un ovule, et d'autres protistes qui se sont transformés comme des petits spermatozoïdes, et ça fait comme une sorte de fécondation.
Donc, Édouard Chaton s'est intéressé à ces mécanismes cellulaires qui sont à la base des remaniements génétiques. C'est extrêmement intéressant à comprendre parce que c'est hérité après par des êtres plus évolués que les protistes. Et il a posé une grande question qui est: comment un protiste se décide-t-il à faire de la sexualité? Pourquoi tout d'un coup il se dit ah, il faut que j'en trouve un autre et que je fasse ces échanges-là? Qu'est-ce qui détermine ça? Et il a posé cette question avec son épouse Marie Chaton, qui a énormément collaboré à cet aspect de ses recherches. Et l'hypothèse, à l'époque, qui avait été l'hypothèse, même le dogme, était que c'était génétique. Il y avait une espèce d'horloge génétique qui faisait qu'à un moment donné, pof, le protiste se dit ah, c'est l'heure, là, je fais sexualité. Et donc, en fait, avec Marie Chaton, ils ont fait des expériences assez compliquées à Strasbourg. Et ils ont montré, en fait, que, pas chez tous les protistes, mais chez beaucoup de protistes, en particulier les protistes parasites, c'est le milieu extérieur qui déclenche cette sexualité. Et en particulier, ils ont fait changer l'acidité du milieu extérieur et ils montraient que l'acidité avait un rôle dans ce déclenchement. Et ils ont aussi introduit des bactéries autour des protistes et montré que certaines bactéries déclenchaient la sexualité. Et ça, physiologiquement, c'est très intéressant, parce que quand vous avez un protiste qui est parasite du tractus digestif, il va être ingéré, puis il va être éliminé à la fin, et il va faire tout le tractus digestif. Et donc il va traverser des zones du tube digestif où l'acidité devient tout d'un coup très importante, où il y a des bactéries alors qu'avant il n'y en avait pas. Et donc il a observé, effectivement c'était même son hypothèse de départ, que la sexualité du coup se fait dans des endroits très précis du tractus digestif, puisque c'est ce milieu-là qui conditionne, qui informe le protiste qui se met à faire de la sexualité, et du coup ça peut donner des spores ensuite très résistantes issus de la sexualité qui peuvent être libérés dans le milieu extérieur sans crainte d'être abîmés. Voilà, donc je vais aller un peu plus vite simplement pour dire qu'il a aussi beaucoup étudié les cycles de vie des protistes, c'est-à-dire à partir du moment où il y a la première cellule qui apparaît, générée par de la sexualité ou une division, toutes les transformations qu'elle va opérer. Et simplement pour vous dire, et revenir sur mes histoires d'évolution, que c'est quelqu'un qui était complètement acquis évidemment à Darwin, qui l'enseignait d'ailleurs, on l'a vu dans certaines planches du début, mais qu'il a écrit à plusieurs reprises. Pour lui, le protiste, c'est vraiment une cellule qui est immédiatement confrontée au milieu extérieur, bien plus qu'un être que les cellules, les nôtres par exemple. Là, c'est une pauvre petite cellule qui est dans une flaque, hein, donc c'est grave. Et en fait, il a observé, comme je viens de vous parler, que le milieu extérieur pouvait influencer le fonctionnement de ces petits êtres vivants. Et il a formulé la possibilité que certains caractères acquis par le milieu pouvaient perdurer pendant quelques divisions et être hérités par les cellules filles. Et en fait, sans le savoir et sans manipuler le mot, il a posé parfaitement, il n'y a rien à changer, la définition d'un concept très moderne qui s'appelle l'épigénétique et qu'il a énoncé exactement comme vous trouvez sa définition sur Wikipédia si on tape épigénétique actuellement. Voilà, donc juste une dernière diapo pour dire que tout ça, c'est qu'il y avait autre chose chez Chaton, c'était son amour de la technique et que tout ça, toutes ces découvertes n'auraient pas pu se faire sans des mises au point extrêmement élaborées de différentes techniques. J'ai parlé des cultures cellulaires. Chaton a aussi mis au point
des techniques pour fixer, c'est-à-dire tuer les pontistes en préservant vraiment leur structure comme si, au maximum, comme s'ils étaient vivants pour pouvoir mieux les observer. Et c'est pas facile avec des pontistes marins à cause du chlorure de sodium qui est dans ces bestioles. Donc il a créé des techniques permettant d'éviter la précipitation du chlorure de sodium, qui sont des techniques basées sur l'imprégnation à l'argent, qui sont encore utilisées actuellement. Et il avait un côté très bricoleur. Donc à Strasbourg, il a inventé un régulateur avec un fléau bimétallique pour réguler la température des thermostats électriques des incubateurs dans les laboratoires, ce qui permettait d'ailleurs d'éviter d'avoir des études à gaz, etc. Mais il y avait trop de différences dans les températures avec les thermostats, les incubateurs électriques. Du coup, il a créé ce thermostat qui a fait fureur. Il n'a pas déposé de brevet et ce truc a équipé pendant 20 à 30 ans jusqu'au laboratoire du CNRS pendant un certain temps. Voilà. Donc voilà, j'arrive au dernier mot cette fois-ci. Je pense que c'est une belle figure. Édouard Chaton, c'est une figure moderne et au-delà de son legs scientifique, au-delà de ses dessins, je pense qu'il doit pouvoir inspirer les jeunes chercheurs d'aujourd'hui parce qu'il a les qualités qu'on attend des chercheurs. Certes, la rigueur, l'observation, etc., mais surtout une grande liberté d'esprit. Il a, pendant sa carrière, renversé de nombreux dogmes. Il faut du courage et du talent pour y arriver. C'est quelqu'un qui avait liberté d'esprit et goût du risque. Et je pense que c'est important pour un chercheur. Et puis, bien sûr, il a contribué à commencer à débroussailler l'immense champ de la pontistologie qui est toujours un champ scientifique hyper actif. Et on en est toujours à se dire, plus de 100 ans après, qu'on en est à la partie émergée de l'iceberg, de la connaissance de ces petits êtres qui peuplent toutes les eaux, dont les océans. Donc je voudrais vraiment remercier tout ce que je vous ai raconté, c'est grâce au laboratoire Arago où sont la très 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 grande majorité des archives liées à Édouard Chaton. Merci au laboratoire. Un très très grand merci à des personnes qui ne sont pas là et qui sont les deux personnes qui s'occupent des archives à la bibliothécaire du laboratoire, Sandrine Gaudin et Véronique Arnaud. Un grand merci au petit-fils d'Édouard Chaton, André et Jean-Pierre. Voilà. Et qui m'ont ouvert leur maison pour entrer. Et les tableaux de Chaton. Voilà. Des photos. Toutes les planches sont ici au laboratoire Arago pour moitié au Muséum d'Histoire naturelle de Perpignan. Et il y en a 3 qui sont, je ne sais pas pourquoi, au Muséum à Paris. Et puis, si vous voulez en savoir plus, effectivement, avec Vincent Gillet, on a écrit ce livre dont la moitié est occupée par les planches. Et peut-être pourrait-vous nous aider à résoudre quelques mystères. Ça, c'est la planche mystère. Je ne sais pas ce qu'elle représente. Il n'y avait pas de légende, hein. Donc on a refait toutes les légendes, on a retrouvé toutes les bestioles, mais celle-là, moi j'ai mon idée. Et puis ça, c'est le sigle d'Édouard Chaton, son tampon. Enfin, c'était même pas, c'était fait à la main. Et bon, je ne sais pas, on s'est demandé si ça représentait quelque chose, peut-être. Merci. Merci. Excellente et passionnante conférence, vraiment remarquable. Tu es pas enseignante, hein, mais
Tu aurais dû aussi, à côté de tout le reste. Des questions, peut-être soulevées par... Non. J'en posais une. Tu as juste effleuré à un moment la femme d'Édouard Chaton qui était aussi, donc, enfin, disons, qui l'épaulait dans ses travaux, je ne sais pas, ou qui était indépendante dans sa chaîne. Si tu t'en sais un petit peu plus sur elle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui en sait beaucoup plus que moi, mais bon, je vais répondre quand même, et puis André corrigera si je dis des bêtises. Bon, déjà à l'époque, il n'y avait pas énormément de femmes qui étaient dans la profession. Ça commençait à venir un peu, vous voyez, Marguerite Wolf, avec André Wolf, enfin, c'était pas la mode. Et certaines épouses aider leur mari à titre bénévole, voilà. D'une part. Donc pour en revenir à Marie R, Chaton, donc à ma connaissance, elle n'avait pas de formation scientifique. Et par contre, elle a toujours épaulé extrêmement efficacement son mari et elle a pris part à ses travaux. Et à certaines périodes, et notamment à Strasbourg. Et là, les travaux sur le déterminisme de la sexualité, expérimentalement, c'est probablement ce que Chaton a fait de plus difficile, parce que c'était vraiment de l'expérimentation, de milieu stérile, etc. Donc, et c'est là qu'elle l'a aidé dans ce qui était le plus difficile, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à son épouse de couper les boutistes, d'étaler sur des lames, enfin, il n'a pas demandé un boulot de tâcheron, c'était des techniques à mettre en œuvre, c'était compliqué, et il a fait quelque chose qui était aussi assez remarquable, c'est que ces articles, ils les ont signés tous les deux. Parce que généralement, quand madame est aidée monsieur, elle passe l'article quand même à la fin. Et donc là, il y a un certain nombre d'articles qui sont signés Marie Chaton et Édouard Chaton. Et puis, je pense qu'elle a arrêté ces aspects expérimentaux vers Montpellier et vers Banus. Par contre, elle était très au courant et elle a beaucoup aimé et beaucoup aidé, sûrement aimé aussi, mais beaucoup aidé son époux pour la direction des laboratoires. Voilà, enfin, tous les côtés, je sais pas, on va dire maintenant, enfin, financier, RH, etc. Elle a énormément aidé, et à la mort d'Édouard Chaton, il avait des collections de lames, et donc elle s'est préoccupée avec André Wolf de quelles allaient devenir ces collections. C'est des collections de coupes protistes énormes, et André Wolf était pastorien, et donc il a... C'était assez curieux d'ailleurs, parce que finalement elles sont arrivées non pas à Pasteur, je crois, mais au Collège de France. Enfin, il y a eu une histoire. Mais en tout cas, il y a quelques échanges pendant 2 ans de courrier entre Marie Chaton et André Wolf, et il lui explique comment emballer les lames. Alors visiblement, elle a une parfaite connaissance de la collection, mais comment les emballer, comment mettre un petit film avant de fermer la boîte, etc. etc. Et bon, après, on voit qu'elle lui a envoyé, qu'il a bien reçu, que tout est en parfait état, etc. Donc je pense qu'elle a vraiment une véritable préoccupation du legs, enfin, de l'héritage scientifique de son mari. Juste quelque chose. Je me posais la question, Édouard Chaton n'a pas tellement travaillé sur les bactéries, en fait. Parce qu'il y a quelques planches que tu as montrées, il a fait la distinction prokaryote-eucaryote, et effectivement, personne ne le sait, et c'est très injuste. Mais en étant à Pasteur et en ayant fait cette distinction, c'est... Non, il a pratiqué. Bon, il n'a pas beaucoup travaillé sur les bactéries, mais il avait une culture scientifique absolument énorme.
il était professeur, hein, et lui-même n'a pas travaillé sur les bactéries, mais il avait vraiment une très bonne connaissance, probablement de ces années pastoriennes en particulier. Il ne faut pas oublier que ces planches, en fait, elles étaient faites pour l'enseignement. Donc c'est pas du tout les dessins. Alors j'ai mis quelques dessins qui sont extraits de ces articles. Et ça n'était pas du tout la même manière de dessiner. Sur ces planches, il fait des grands dessins, il les colorie pour faire ressortir les choses importantes, alors que scientifiquement, il fait des dessins scientifiques légendés, annotés, très très fins, etc. Et donc il était obligé d'enseigner tout. C'est pour ça qu'il y a une seule planche qu'on a retrouvée avec des bactéries, qui était vue uniquement sous l'aspect pathogène à l'époque. Mais il y a aussi des planches d'animaux, de crustacés, voilà, il y a un crâne de poisson, il y a toute l'hérédité darwinienne. Ces planches magnifiques sur fond noir avec des petits pois verts ou des petits fleurs roses. Donc il a enseigné tout, donc il y a cette planche sur les bactéries. Voilà. Mais non, il a peut-être, mais il n'a pas travaillé dessus. Il a peut-être publié un ou deux papiers en Tunisie avec Nicole, mais c'est plus sur l'agent pathogène que sur vraiment la bactérie. Mais il avait compris, le cariote. Straton était très connu pour la chimie en fait. Oui. Et est-ce qu'il y a eu, et lui prônait l'interdisciplinarité, disais-tu, tu as eu des échanges en fait fructueux entre la chimie et la biologie à cette occasion-là et dans son retour, tu sais? Non, j'en ai pas connaissance, mais il s'est préoccupé beaucoup de la composition des milieux de culture. Donc je sais qu'il a parlé, enfin qu'il a eu quelques discussions. Finalement, peut-être moins que la case du pied avec Chevreul, ils ont beaucoup interagi. En revanche, il a mis en pratique un de ses principes, c'était de faire venir des étudiants et des jeunes étudiants dans son laboratoire. Ça, il l'a mis en pratique, prendre des étudiants en licence première année et les inviter et les faire travailler. Ça, il a fait. Et puis, mais il était très préoccupé que la biochimie ait une place. Il était très préoccupé de faire exploser cette zoologie, cette botanique, et de faire de la place pour deux matières biologiques, la biochimie et la génétique. C'était vraiment, dans ces rapports, qui sont très courts, très bien écrits, très percutants, c'est d'une modernité, et ça ne s'est pas fait en 1927. Il a fallu attendre après la Seconde Guerre mondiale. Non, je n'ai pas de trouver de traces de réaction. Bon. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite, si vous avez envie de regarder tous ces magnifiques dessins et tout merveilleux univers des petites vies minuscules, des protistes, vous pouvez acheter le livre que Catherine se fera un plaisir de vous dédicacer, ou bien encore Étonnant Vivant, qui est une édition. Les deux sont aux éditions du CNRS, qui rassemble les travaux de l'ensemble des sciences de la vie au CNRS. Merci à vous tous. La prochaine conférence.